Bonjour mes élèves de S7, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour la deuxième partie du premier chapitre sur l'évolution. Donc nous avons parlé des preuves de l'évolution, preuves indirectes ou arguments en faveur de l'évolution. Alors nous avons parlé déjà des preuves anatomiques avec les organes homologues, à ne pas confondre avec les organes analogues. Donc les organes homologues sont des organes qui sont dérivés d'un ancêtre commun, qui n'ont pas spécialement la même fonction. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés dans le test. Donc c'est une divergence évolutive, hein, d'accord. Donc les organes homologues, et on a aussi parlé dans les arguments anatomiques des structures vestigiales ou des organes rudimentaires, donc qui ne servent plus à rien. Je vous laisserai aller revoir ça. Donc, arguments anatomiques. On a parlé des arguments embryologiques. On a dit que tous les vertébrés, par exemple, se ressemblaient très fort à un certain stade de leur évolution. Le stade auquel ils se ressemblent le plus, c'est le stade phylotypique. D'accord? C'est à ce moment-là où on peut vraiment se dire qu'il y a une ressemblance certaine et une filiation certaine entre les espèces. D'accord? On a vu aussi qu'il y avait des structures qui ne se développaient pas, comme je vous avais parlé, des fentes branchiales chez l'homme, chez l'être humain. Alors d'autre part, on a parlé aussi des arguments moléculaires. Voilà. Alors dans les arguments moléculaires, on avait vu trois choses. La sérologie comparée, j'avais fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça marchait. On avait vu les comparaisons de séquences protéiques, donc on regarde les acides aminés, on regarde combien de différences séparent, donc combien il y a de différences entre les acides aminés d'une espèce et celle d'une autre espèce. Et donc on peut voir que plus les espèces sont éloignées, plus il y a de différences dans leur séquence protéique, donc dans leur séquence d'acides aminés. Et je vous avais dit, faites attention, c'est encore mieux. Troisième technique de biologie moléculaire, c'est de comparer l'ADN, puisque vous savez que le code génétique est redondant. Donc, certaines mutations sont silencieuses. Donc, c'est encore mieux de regarder l'ADN pour voir s'il y a des différences ou pas, si les espèces sont plus ou moins éloignées dans le temps. Ça, c'est le troisième type d'argument en faveur de l'évolution. Le quatrième, ce sont les fossiles. Alors, dans le cours, je vous ai parlé des équidés, les chevaux, si vous voulez, la famille des chevaux, qui qui ont suivi plutôt une évolution buissonnante, tout comme l'homme par exemple. Toutes les espèces ont une évolution buissonnante avec des radiations ou des explosions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand des espèces nouvelles apparaissent. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et des extinctions, vous savez ce que ça veut dire? C'est quand certaines espèces disparaissent, comme par exemple l'extinction des dinosaures. Il y a eu des extinctions de masse, il y en a eu 5 au cours des temps géologiques, mais ça, ce sera pour plus tard. D'accord? Alors les fossiles nous renseignent beaucoup sur le passé. Par exemple, on a vu l'Archéoptéryx qui était un petit peu entre les dinosaures et entre les oiseaux. Mais je vous rappelle, attention, que ce n'est pas l'ancêtre des oiseaux actuels. C'est un oiseau qui est, alors c'est drôle de dire ça, mais qui est sur une branche séparée des autres oiseaux, puisqu'il n'a pas donné naissance aux oiseaux actuels. D'accord? Voilà, mais il nous apprend quand même que les oiseaux et les, les, les dinosaures de l'époque ont un ancêtre commun qui doit être assez proche dans le temps. D'accord? Donc ils ont un lien de filiation qui est assez proche. Alors, je vais vous parler maintenant de la fossilisation et des strates. Donc, vous avez une image derrière moi, je vais essayer de voir, voilà, que vous avez dans votre cours. Alors, ici, on voit de la roche, une roche sédimentaire. Sédimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des sédiments, ça veut dire que de l'eau s'est déposée petit à petit. Il y a eu des crues, etc., etc. Et de l'eau s'est déposée et amenée à chaque fois des terres, des particules, etc. en suspension. C'est ça qu'on appelle les sédiments. Et donc ça finit par former des couches qui s'empilent les unes au-dessus des autres au fur et à mesure des milliers d'années. Donc c'est ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Et alors si vous regardez cette image d'un peu plus près, je vous l'ai mis dans le correctif, il y a un petit monsieur là, d'accord? Donc vous voyez la taille de la roche sur cette photo. Alors plus
profondément et plus évidemment la roche est âgée, d'accord? Donc plus on retrouve, si on retrouve un fossile très très profond, très très profondément là-dedans dans ces roches, ça veut dire qu'il est beaucoup plus âgé que que ceux qu'on retrouve dans les couches superficielles. Ok? Voilà. Alors, comment se passe la fossilisation? Alors, dans votre cours, je vous ai mis cette image exprès parce qu'on parle toujours de la fossilisation des organismes aquatiques, mais il n'y a pas que les organismes aquatiques dont on retrouve des fossiles. Par exemple, je vous ai mis dans votre cours, la fossilisation d'un dinosaure. Eh bien, comment ça se fait qu'on retrouve des fossiles de dinosaures terrestres? Eh bien, parce que par une chance inouïe, donc c'est un phénomène très rare, eh bien, le dinosaure n'a pas été la proie de charognards, de bactéries, de champignons, etc., mais que son organisme, une fois qu'il était mort, a été recouvert de sédiments. Donc ça implique qu'il y a eu probablement des crues qui ont recouvert son corps, des crues saisonnières, et qui ont amené des sédiments qui ont peu à peu recouvert son organisme, le protégeant ainsi des bactéries et des autres organismes et aussi de l'oxygène. D'accord? Et donc petit à petit, eh bien, ces couches se tassent sur l'organisme et la matière organique est remplacée par de la matière minérale. Donc voilà ce qui se passe ici au niveau de notre dinosaure. D'accord? Petit à petit, on va imaginer que la zone s'assèche et que notre dinosaure se retrouve ici sous forme minérale. Là, eh bien, on n'a plus vraiment on a presque plus de matière organique, on a presque que de la matière minérale. Et puis, enfin, on découvre notre reste de dinosaure, notre fossile, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu du vent, peut-être qu'il y a eu des fouilles, peut-être qu'il y a eu des éboulements, etc., etc. Ça va? Donc, c'est comme ça qu'on retrouve des fossiles. Néanmoins, la fossilisation, donc, je veux dire, c'est un phénomène plus ou moins rare au niveau des grands organismes comme ça, parce que d'habitude, ils sont détruits, mangés par des prédateurs, mangés par des bactéries, des champignons, etc., etc. D'accord? Donc, il faut vraiment de la chance pour que les organismes terrestres soient fossilisés. Ok? Hop, je continue. Alors, oui, comment dater les fossiles? Alors là, je vous laisserai lire le texte que vous avez donc à la page, à la page 19, mais sachez que on utilise des isotopes radioactifs, par exemple comme le carbone 14. Le carbone 14, il a une demi-vie d'environ 5600 ans. D'accord? Ça veut dire quoi? En fait, tant que vous êtes en vie, et que je suis en vie, Dieu merci, eh bien, nous absorbons du carbone par notre alimentation. On prend, je sais pas moi, du glucose, on prend des protéines, etc. Dans tout ça, il y a du carbone. Et une partie du carbone, donc la plupart c'est du carbone 12, mais une partie du carbone une partie des molécules contient du carbone 14. Et le carbone 14, il est instable, ça veut dire qu'il aura tendance à exploser. D'accord? Et ça, on peut le mesurer, c'est ça qui est intéressant. Donc tant que je suis en vie, j'agurgite, on va dire ça comme ça, du carbone 14, mais je l'utilise, je respire, donc je le renvoie vers l'atmosphère, etc. Donc mon taux de carbone 14, il est tout le temps constant, ça va? Mais une fois que je meurs, évidemment, je ne mange plus et je ne respire plus, donc mon taux de carbone 14, eh bien, il va petit à petit diminuer parce que les atomes vont se désintégrer, d'accord? Et au fur et à mesure qu'ils se désintègrent, plus ils se désintègrent et plus ça fait longtemps que je suis décédée, ce que je ne souhaite pas. Voilà, je rigole, mais c'est vrai. Donc imaginons que on retrouve un fossile, ou je ne sais pas, j'ai pris dans le cours l'exemple d'un morceau de bois, par exemple, qu'on veut absolument dater, une croix ou je ne sais pas moi, ou un objet important, un cercueil ou n'importe, une sépulture. Si on veut la dater avec du carbone 14, eh bien, il faut regarder le taux de carbone 14 radioactif qui reste dans ce morceau de bois. Pourquoi? Parce que ça nous donnerait une idée de la date. D'accord? Donc, si par exemple, il reste 50% de la radioactivité initiale, eh bien, ça veut dire que notre morceau de bois a 5600 ans.
C'est ça que ça veut dire, le temps de demi-vie. Si, par exemple, eh bien, il reste 25%, eh bien, c'est 5600 ans fois 2, etc., etc. Ça va? Je vous laisse lire le texte et je vous laisse y réfléchir. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la datation absolue. Donc, c'est pour donner vraiment une date précise. Alors, le carbone 14 permet de remonter à 5600 ans et plus. Mais si on veut dater des choses à des milliers de milliers d'années, ou des millions d'années, eh bien, on doit faire appel à d'autres isotopes radioactifs que le carbone 14. Mais voilà le principe. Si vous comprenez le principe, c'est déjà bien. Alors, autre chose, la datation relative. Ça, c'est beaucoup plus simple. En fait, on sait qu'il y a des organismes qu'on retrouve à une époque, puis qui ont disparu à une autre époque, et on les retrouve typiquement dans une couche, dans une strate, d'accord? Donc, on parle même de marqueurs stratigraphiques. Donc, si on retrouve un organisme, un nouvel organisme, dans une couche où il y a un marqueur stratigraphique, c'est-à-dire une espèce dont on sait qu'elle a vécu durant telle époque, et bien on sait que forcément la nouvelle espèce qu'on a trouvée a vécu à la même époque que le marqueur stratigraphique. Donc ça, c'est la datation relative. On l'utilise quand la datation absolue n'est pas possible ou juste si on veut estimer l'âge d'un fossile. Donc par exemple, on utilise beaucoup ça avec les ammonites. Les ammonites sont des bons marqueurs stratigraphiques. Les ammonites, c'est ceci, d'accord? C'est des organismes comme ceci qu'on a retrouvés, des fossiles. Bon, ils se ressemblent, ici, hop, je vous dis, je ne serai pas une bonne madame météo, ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes espèces. Donc, ce ne sont pas les mêmes espèces qu'on retrouve dans les couches, et donc on peut se dire, si on retrouve celui-là, on a une telle période, si on retrouve celui-là, on a une autre période. Et voilà une reconstitution de l'animal qu'on pense qu'il était, qu'on l'imagine, en tout cas à l'époque. Alors les fossiles, je vous ai dit, sont d'une importance, vraiment d'une grande importance au niveau de l'évolution, puisqu'ils sont les témoins du passé d'une évolution comme l'Archéoptérix. Ici, il y a un autre exemple derrière moi que vous voyez. Voilà, pour vous montrer un petit peu, entre les poissons et les organismes qui ont réussi à vivre sur Terre, il y a eu évidemment adaptation. D'accord? Je vous laisserai lire tout ça. Alors, au niveau des arbres phylogéniques, je sais que j'ai eu la question déjà une fois. Comment faire un arbre phylogénique? On verra ça dans le chapitre 3. Toujours est-il que tous les organismes ont un ancêtre commun. Cet ancêtre commun a subi, chaque fois ici il y a séparation, et il y a eu des innovations évolutives. Les innovations évolutives, c'est quoi? C'est des mutations dans l'ADN qui ont permis, par exemple, d'avoir un crâne, apparition d'une colonne vertébrale, apparition de poils ou d'un bec, des choses comme ça. Et en fait, c'est grâce à ces critères qu'on arrive à refaire ces arbres. Et ça a vraiment perturbé la classification telle qu'on la pensait avant. Donc tout ce qu'on voit en faveur de tout ce qu'on voit sur l'évolution nous permet de dire que l'évolution est buissonnante. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme on le croyait, comme je vous ai dit dans l'exemple des équidés par exemple. On voit ici, donc c'est comme un arbre avec des rameaux qui partent dans tous les sens et beaucoup de branches qui se sont éteintes. Et là, vous avez les extinctions de masse pendant lesquelles il y a eu beaucoup d'espèces qui ont disparu, comme je vous ai dit par exemple à l'époque des dinosaures. Donc ce n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Alors d'autres arguments, je vais vite parce que je vois que la vidéo commence à devenir longue. Alors vous verrez la petite vidéo sur la classification des espèces. Toujours est-il que, donc rappelez-vous une chose, pour savoir si deux organismes sont de la même espèce, le critère le plus important c'est de savoir s'ils sont interféconds entre eux. Donc s'ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Donc si les descendants sont stériles, c'est que ce n'est pas de la même espèce, ou s'ils ne savent pas se reproduire entre eux. Ça va? Donc, ils doivent pouvoir se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Donc ça, c'est toute la classification selon l'inné, avec deux noms, etc. Alors, ce qui m'intéresse un peu plus, ce sont les arguments biogéographiques. La biogéographie, c'est une science qui étudie la répartition des organismes. Autrement dit, il n'y a pas de tout partout. Exemple que je vous ai donné dans le cours et que vous voyez derrière moi, l'ours polaire. L'ours polaire, il se trouve au pôle Nord, d'accord? Vous voyez, juste là où je mets mon doigt, dans les zones orange sur la carte.
Et là, il y a tout ce qu'il lui faut, c'est ce qu'on appelle sa niche écologique. Il a tout ce qu'il lui faut, des blocs de glace, de quoi se nourrir, donc des phoques, etc. Et voilà, voilà son habitat. Le truc, c'est qu'on se demande, bah tiens, c'est bizarre, au pôle sud, il pourrait aussi vivre au pôle sud, l'ours blanc, et on ne le retrouve pas. Comment ça se fait? En fait, comment ça se fait, c'est que si on y réfléchit un petit peu, c'est qu'il n'a jamais réussi à traverser l'équateur, traverser les eaux chaudes, etc., pour arriver jusqu'au pôle sud. Alors juste pour la petite histoire, imaginons que l'homme mettrait ce qui n'est pas possible, mettrait des ours polaires au pôle sud. Qu'est-ce que ça ferait? Ça serait un gros problème dans les écosystèmes. J'imagine que ça apporterait un nouveau prédateur, etc. Donc ça perturberait les écosystèmes. Donc à ne surtout pas faire. D'accord? Ce que l'homme a déjà fait un petit peu partout. Ok? Voilà. Alors, autre exemple de biogéographie que vous avez dans votre cours. Oh, je vais vous laisser réfléchir à celui-là. Donc oui, vous avez la Pangée. La Pangée, c'était le continent unique. Donc certains organismes sont typiques d'un continent et d'autres pas. Par exemple, les reptiles qui sont apparus plus tôt que les mammifères ne sont pas typiques d'un continent. On les retrouve un peu partout et ils ont évolué de façon divergente. Ok. Mais par exemple, en Australie, on retrouve des marsupiaux. Les marsupiaux, c'est des organismes qui ont leur bébé dans une poche, d'accord, dans une poche comme les kangourous. Contrairement à nous qui sommes des animaux placentaires, donc on a un placenta, donc le bébé est à l'intérieur et pas dans une poche. Eh bien, en Australie, il n'y avait pas d'animaux placentaires à l'origine, d'accord. C'est juste quand l'homme a introduit le lapin que, eh bien, il a failli provoquer l'extinction des kangourous puisque ils avaient les mêmes besoins. Donc, il y a une compétition pas directe, mais une compétition pour les ressources limitées du milieu. Toujours est-il que cet exemple de kangourou nous montre, ou de marsupiaux nous montre, que les marsupiaux sont apparus en Australie après la dérive des continents, puisqu'il n'y en a que là-bas. D'accord? Sinon, ils seraient partout. Voilà, alors on parlera d'autres arguments, les arguments cellulaires et les arguments karyotypiques. Arguments cellulaires, vous doutez bien déjà que on va parler de la structure de la cellule, de sa membrane, du noyau, de l'ADN, de l'ARN, du code génétique, etc., qui est commun entre toutes les espèces, ou presque. Donc on se ressemble terriblement. Donc l'évolution montre vraiment que nous avons un ancêtre commun et des caractéristiques communes. Autrement dit, nous sommes tous cousins, plus ou moins éloignés dans le temps. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un bon confinement, courage pour la biologie et je vous embrasse très très fort. Soyez très prudents et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao, bisous.